m'appelle François Druel. Je suis chercheur dans un laboratoire qui s'intitule Histoire naturelle de l'homme préhistorique. Et je travaille au sein d'une équipe qui s'appelle PaléoFed. Donc il y a principalement des paléoanthropologues. Et moi, en fait, je travaille plutôt sur des modèles comparatifs, donc modèles primates non humains actuels. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, on s'intéresse donc à des mécanismes qui sont présents actuellement chez les primates non humains et comment ces mécanismes de l'actuel peuvent nous éclairer sur des mécanismes du passé potentiellement. Donc alors, vous le savez tous certainement, les primates non humains sont des tétrapodes, donc ils sont principalement quadrupèdes, ils ont une structure, un système quadrupède, et à partir de cette quadrupédie a évolué un répertoire posturo-locomoteur plus ou moins varié en fonction des espèces. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'au sein de ces répertoires posturo-locomoteurs, eh bien en fait, tous les primates non humains pratiquent une bipédie, qu'on appelle bipédie occasionnelle. Cette bipédie, elle représente des proportions très faibles de leur répertoire posturo-locomoteur, mais tous sont capables de faire cette bipédie. Et donc il existe aujourd'hui un certain nombre d'études biomécaniques qui nous permettent de décrire les bipédies de ces différents primates non humains. Donc on sait qu'il y a une grande diversité de formes en fait, qui est liée au système musculo-squelettique de chaque espèce. Donc on a une diversité d'appuis, on a une diversité sur la position du membre postérieur, etc. Mais on a cette similarité aussi de posture qu'on va appeler en bent hip bend knee, donc genou plié, fléchi, hanche fléchie, qui est qu'on retrouve chez tous les primates non humains actuels. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement, regarder ce qui se passe pendant le développement et regarder les interactions entre les modes locomoteurs. Donc mon modèle de prédilection, c'est le babouin olive. Et donc on voit chez le babouin olive qu'il y a, au moment de l'indépendance locomotrice, une grande diversité de mouvements, un répertoire de mouvements important, et que cette quadrupédie, donc elle est pratiquée dans des proportions importantes, que ces proportions elles augmentent au cours de l'âge, et que la bipédie, quant à elle, reste dans des proportions relativement basses chez le babouin. Donc il y a une grande expérience de la quadrupédie et une très faible expérience de la bipédie chez cette espèce, comme chez les autres primates non humains. Et en fait, il y a peu d'études, il n'y a qu'une équipe qui a travaillé sur le développement de la bipédie occasionnelle chez le primate non humain, c'est l'équipe de Kimura, qui a travaillé sur le chimpanzé, et qui a montré il y a quelques années qu'en fait, il y a des différences entre un jeune chimpanzé qui marche en bipédie et un adulte, principalement au niveau de l'extension de hanche, par exemple, mais aussi au niveau de la fréquence du pas et de la rapidité de la marche bipède. Et alors moi, pendant mon doctorat, donc ça remonte déjà à quelques années, en 2017, on a publié cette étude dans laquelle on montre que en fait, l'apprentissage de la quadrupédie, le changement de régularité du pas en quadrupédie, en fait, est parallèle au changement de régularité, donc une amélioration de la coordination en bipédie au cours du développement chez le babouin olive. Mais ce babouin olive fait très peu l'expérience de la bipédie. Donc on a émis cette hypothèse, le développement neuromoteur lié au mode locomoteur principal est susceptible de mener au développement de modes locomoteurs secondaires, comme la bipédie. Donc ça, moi, ça m'intéresse dans le cadre du processus de bipédalisation au cours de l'évolution. Donc c'est ce processus qui est buissonnant et qui a émergé au sein de à l'origine de la lignée humaine ou antérieurement à la lignée humaine, et donc comment les mécanismes de développement ont contraint l'évolution d'une bipédie un peu moins occasionnelle ou un peu plus habituelle. Donc là, c'est difficile de parler de développement quand on regarde le registre fossile, parce qu'on retrouve forcément très peu de matériel sur les juvéniles. Mais voilà, travailler sur l'actuel peut nous éclairer un petit peu sur les contraintes liées au développement. Donc notre hypothèse, c'est qu'il existe un mécanisme de contrôle basique en bipédie et en quadrupédie. Les primates non humains, ils utilisent le même contrôle moteur pour la locomotion bipède et quadrupède. Donc pour travailler là-dessus, il faut travailler sur l'activité musculaire. Le muscle, c'est à l'interface entre le contrôle neuromoteur et le mouvement, puisque ça va permettre de générer le mouvement, la contraction musculaire. Et donc pour enregistrer cette activité musculaire, alors il y a plusieurs méthodes, mais nous on utilise des électrodes de surface qui nous permettent d'enregistrer un signal électrique composite qui est en fait l'activité musculaire générale de chaque muscle. Donc pour faire ça chez les primates non humains, ça demande de mettre en place un protocole qui utilise le conditionnement opérant, donc par renforcement positif.
Moi, j'ai travaillé donc, il y a quelques années sur deux individus assez jeunes que j'ai amenés dans un dispositif expérimental. Je les ai entraînés à être désensibilisés à ce dispositif pour pouvoir les appareiller et quantifier leurs mouvements dans différents contextes. Donc, la période d'entraînement, c'est 23 semaines après 5 mois d'entraînement, 125 sessions. Et donc ensuite, on peut anesthésier les individus, poser des électrodes de surface. Donc on prépare la peau, on pose des électrodes de surface, et puis on peut les amener à marcher sur un tapis roulant, donc en quadrupédie et en bipédie. Et ensuite, ce qui nous intéresse, comme je travaille dans une perspective développementale, c'est de recommencer cette manip à plusieurs âges qui nous intéressent, donc à 1,5, 2 et 2,5 ans par exemple. Donc aujourd'hui, je vais principalement vous parler de l'activité musculaire. Je vous montre juste ce que je fais en cinématique. On a commencé à travailler avec le logiciel Deep Lab Cut. Donc ça, c'est très pratique puisque on entraîne un réseau de neurones entre guillemets qui apprend à reconnaître les points anatomiques de référence du singe et ensuite il nous traque la cinématique articulaire, le mouvement automatiquement. Donc là, sur une vidéo comme ça, moi j'ai numérisé aucun point. C'est le logiciel qui trouve tout seul comment traquer l'individu. Donc ça c'est un gain de temps énorme et c'est une super méthodologie. Mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, je vous parle principalement donc, de l'activité musculaire, c'est des données encore préliminaires, en tout cas au niveau des analyses. Le signal EMG, c'est un signal assez complexe, voilà, qui se présente comme ça en données brutes, et puis ensuite, il y a tout un tas de procédures qui va nous permettre de le centrer, de le rectifier, de le filtrer, et on va avoir des enveloppes de ce type-là. Donc là, je vais décrire pour l'instant qualitativement. Donc là, c'est 4 muscles, par exemple, qui sont sur le membre inférieur ou postérieur. Et ce qu'on voit facilement, donc en bipédie et en quadrupédie, donc au cours d'un cycle de pas, eh bien, on a des patterns qui se ressemblent en bipédie et en quadrupédie. Par contre, on voit clairement une différence, c'est que l'activité musculaire en bipédie est plus importante et que les durées d'activation musculaire en bipédie sont plus importantes. Donc ça, c'est un premier point intéressant qui nous intéresse. Donc ça, on le voit au niveau des membres postérieurs et au niveau des muscles également dorsaux. Ensuite, on peut travailler sur la coordination, donc comment les muscles s'activent les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est ce qui nous intéresse également beaucoup. Donc, il y a différentes méthodes qui existent. Moi, j'utilise cette méthode. Je simplifie le signal en 4 périodes clés. Donc, une phase d'appui, une phase d'oscillation. La phase d'appui, elle est divisée en 3 grandes périodes d'activation. Et puis ensuite, on peut, en fonction des signaux qu'on a, on va avoir différents patterns qu'on va pouvoir, donc qui sont simplifiés d'une certaine manière et qu'on va pouvoir rentrer dans des analyses de type ACP. Ce sera après l'ACP. Et puis on peut travailler donc à partir de ces modèles de coordination sur la variation du modèle. Donc ce qu'on voit, alors sur l'individu 1, il y a une amélioration, en tout cas une diminution de la diversité du pattern de coordination en quadrupédie entre la classe d'âge 1 et 2. En bipédie, elle arrive un petit peu plus tard, entre la classe d'âge 2 et 3 pour cet individu-là. Pour l'individu 2, eh bien, malheureusement, on n'a pas eu de quadrupédie pendant la première session d'observation. Voilà, c'est des protocoles qui sont difficiles puisque l'animal coopère complètement pendant la manip. En tout cas, nous, on ne le force pas à venir sur le tapis roulant. Donc, il vient s'il veut. Donc là, pour cet individu-là, on n'avait pas de quadrupédie. Et pour la bipédie, eh ben, on a un résultat qui n'est pas significatif, qui est proche du seuil de significativité, mais voilà, c'est pas significatif. En fait, on a une grande diversité du pattern de coordination en bipédie sur cette dernière phase. Voilà, et ensuite on peut regarder donc cette coordination projetée dans une ACP. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui nous intéresse, donc tout d'abord, c'est l'axe 1. En fait, cet axe 1, il sépare les individus. Les deux individus, donc qu'ils marchent en quadrupédie ou en bipédie, et bien en fait ils sont séparés tous les deux. Donc il y a une différence interindividuelle, donc ça c'est intéressant. Alors oui, ce que je voulais dire d'abord, on voit aussi que le nuage de points, il est, ça fait un nuage de points, mais il n'y a pas de scission vraiment entre certains nuages de points. On ne peut pas trop isoler une partie des données. Et ce qui nous intéresse, là, entre les deux individus, on voit...
On voit que pour l'individu 1, en fait, on a une synchronisation du début de la phase d'appui. Pour l'individu 2, on a une synchronisation des muscles au niveau de la fin de la phase d'appui. Donc voilà, ça c'est une première différence. Ensuite, si on regarde l'axe 2, donc l'axe 2, il est ici, comme ça. Et bien là, c'est intéressant parce qu'on a une séparation entre la bipédie et la quadrupédie, avec les deux individus. Et on a donc une synchronisation pendant la phase de support, donc au milieu de la phase d'appui, en bipédie, et en quadrupédie, on a quelque chose qui se synchronise plutôt au niveau de la phase d'oscillation. Et puis le troisième axe qui sort significatif aussi, bon, qui explique un peu moins de la variance, mais qui est significatif, on a en fait un effet d'âge. Donc pour la quadrupédie et la bipédie, on a un pattern. Donc voilà, quand l'individu est plus jeune, on a un nuage de points qui est plus ici, et puis plus il grandit et plus les données, le nuage de points descend sur cet axe. Et là, pareil, on a un pattern de coordination qui change au cours de ce développement, donc pour la bipédie et la quadrupédie. Et puis, ah oui, alors ça c'est une analyse très très préliminaire. On a commencé à travailler avec une équipe italienne pour avoir des données en fait d'EMG sur l'être humain. Là, c'est des données qui sont disponibles dans la littérature. Il y a des bases de données, mais c'est des données moyennées. Mais ce qu'on voit, ce qui est quand même intéressant, juste en regardant ces données moyennées, c'est que l'être humain qui marche en bipédie, c'est plus proche du babouin qui marche en quadrupédie que du babouin qui marche en bipédie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats ? Tout d'abord, donc en résumé, une intensité musculaire plus importante en bipédie qu'en quadrupédie. Ça, c'est lié au support de poids du corps. Il y a une durée d'activation musculaire qui est plus longue en bipédie, et donc ça veut dire que les muscles agonistes et antagonistes, ils ont plus de périodes de coactivation. Donc ça peut être lié au contrôle de l'équilibre qui doit être plus important, qui est nécessaire en bipédie par rapport à la quadrupédie. Et puis on a le modèle d'activation qui est généralement quand même très similaire entre la bipédie et la quadrupédie. Donc il y a potentiellement une réutilisation des réseaux neuromoteurs qui sont situés dans la moelle épinière. Donc voilà, la dimension, elle nous montre que la coordination de la phase d'appui et de la phase de propulsion, elle varie entre les individus. On a une coordination en milieu de phase d'appui, donc la phase de support, on va dire, du corps, qui est principalement liée au mode locomoteur, en tout cas qui fait la différence entre la bipédie et la quadrupédie. Et puis on a une phase d'oscillation, là qui est liée à l'âge, en tout cas une coordination qui change, qui est liée sûrement à la maturation du système neuromusculaire, donc en bipédie et en quadrupédie, ça va dans le même sens. Voilà, donc ça appuie également cette observation-là qu'on réutilise des réseaux neuromoteurs similaires. Donc qu'est-ce que cette vision de l'actuel elle nous apporte sur le passé ? Et bien, dans ce processus de bipédalisation, en fait, le système neuromoteur, il y a d'autres données qui appuient ça, il ne limite pas la pratique de la bipédie. En fait, donc il y a eu d'autres études faites, pas sur la bipédie directement, mais pour reprendre l'expression de François Jacob, l'évolution elle fait du bricolage avec le système neuromoteur, mais elle réutilise ce qui est déjà en place, elle fait du neuf avec de l'ancien. Et donc ce système neuromoteur, eh bien, il est réutilisé pour la pratique de la bipédie, alors qu'on est sur des systèmes quadrupèdes. Ensuite, la bipédie, mine de rien, il y a une différence quand même. Elle présente une nette augmentation de l'activité musculaire sur le membre inférieur et dans le dos par rapport à la quadrupédie. Donc une des premières choses peut-être à modifier pour permettre l'émergence d'une bipédie moins occasionnelle, donc un petit peu plus habituelle, c'est sûrement lié à la diminution de l'activité musculaire pour la pratique de ce mode, ou alors on peut prendre l'hypothèse inverse, une capacité à maintenir l'activité musculaire importante. Donc un contexte optimal pour l'émergence de la marche bipède, c'est en fait des anatomies dont les contraintes qui sont liées à la quadrupédie, elles deviennent moindres. Et ça, cette idée-là, elle est intéressante quand on regarde le matériel fossile du Miocène, donc les grands singes du Miocène, qui présentent des anatomies qui ont fait couler beaucoup d'encre, surtout Oreopithecus bamboli, et qui continuent à en faire couler sur est-ce qu'il est bipède, est-ce qu'il n'est pas bipède. Ce qui est sûr, c'est que c'est un primate non humain
Donc il pratique la bipédie occasionnelle. Il a un squelette qui est moins spécialisé que nos grands singes actuels. Donc potentiellement, il a une réduction des contraintes liées à la quadrupédie et donc il a une facilitation à marcher en bipédie. Donc on peut faire des inférences sur, eh bien, pas une bipédie habituelle, bien sûr, mais une bipédie dans des proportions plus importantes que ces 1-2% qu'on voit chez les primates non humains actuels. Et Danuvius Guggenmosi, qui est une découverte récente qui a été publiée en 2019. Donc là, pareil, on a un singe d'une morphologie qui est généraliste, qui commence à faire couler beaucoup d'encre sur est-ce qu'il y a de la bipédie dans un contexte arboricole surtout, qui est suggéré, voilà, avec un répertoire locomoteur qui est différent des répertoires actuels. J'ai largement dépassé, donc je m'arrête là. Mais donc ces morphologies, elles sont intéressantes parce qu'en fait, elles représentent des compromis. Il n'y a pas réellement d'adaptation à la bipédie, mais on pourrait presque parler de désadaptation à la quadrupédie. Et ça, c'est une notion importante, je pense, qui va être intéressante à creuser dans le futur. Et je vous remercie pour votre attention.